Bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons ce webinaire sur la thématique du décret tertiaire. Tout d'abord, en vous présentant les intervenants. Donc, je me représente, Régis Comartin. Je travaille chez M Capital Real Estate. Sylvie Simon-Elia, directeur du pôle ingénierie chez Groupe Cardam. Bonjour Sylvie. Et Jamil Leclerc, expert en performance énergétique et optimisation thermique pour le groupe Cardam également. Bonjour Jamil. Bonjour tout le monde. Donc en préambule, comme je vous le disais, nous allons traiter trois thématiques. Aujourd'hui en est la première sur la rénovation et le décret tertiaire. Vous pouvez d'ores et déjà noter, mais on vous enverra un mail et toutes les informations nécessaires, que le 15 juin 2022 à 11 h, nous traiterons de la RE 2020 et donc du sujet de la construction de manière générale. Et le troisième webinaire de cette série se déroulera le 6 juillet sur ce que l'on pense être l'avenir pour le patrimoine existant, ou en tout cas une solution, que sont les projets hybrides que l'on voit parfois de notre côté comme du vôtre chez Cardam, parmi les opérateurs immobiliers qui nous présentent leurs projets. Quelques informations pratiques concernant le webinaire. Bien évidemment, coupez vos micros pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour éviter toute interférence. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'espace questions-réponses ou directement dans le chat de ce webinaire. Je veille pour pouvoir noter l'ensemble de vos remarques ou de vos questions. Et vous aurez la possibilité de visionner le support grâce au lien qui sera envoyé par mail à la suite de ce webinaire. Voilà. Donc, on va démarrer. Et ce que je vous propose, Sylvie, c'est de vous laisser la parole pour vous présenter le groupe Cardam. Oui, parfait. Merci Régis, merci M Capital de nous avoir sollicité pour mettre en place cette série de petits points pratiques sur cette nouvelle réglementation énergétique et carbone. Donc, le groupe Cardam est un groupe français indépendant. Nous fêtons cette année notre 30 ans d'existence et nous sommes implantés sur toute la France. Nous accompagnons aussi nos clients à l'international. Nous sommes sur les secteurs du tertiaire, de l'industrie, de l'aéronautique, du retail, voilà, du logement, ce qui nous permet de faire des projets mixtes. Donc, on va frôler cette année les 500 collaborateurs. Donc, on est un groupe intégré. Donc, je vous propose de passer à la slide suivante, Régis, sur voilà, notre différenciation et force, c'est sans doute d'intégrer différents métiers au sein de Cardam. Qui vont donc du conseil avec un panel très large de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais aussi de l'accompagnement au changement, des stratégies immobilières ou de la programmation. Le métier de l'architecture, Cardam est une des 10 plus grandes agences françaises d'architecture, de l'aménagement, donc de la conception, mais aussi de la réalisation pour des projets avec une cellule également d'architecture intérieure et de mobilier. L'ingénierie qui nous concerne aujourd'hui, une ingénierie TCE, et puis une cellule, c'est un peu atypique dans ce profil, une ESN numérique, du digital, qui nous permet de travailler sur le smart building, donc avec toutes les notions de suivi des équipements techniques du bâtiment, mais aussi du smart office, avec les sujets de plateformes servicielles et d'occupation des locaux ou des services aux utilisateurs. Donc, je vais vous parler un peu plus précisément ici de l'ingénierie qui nous concerne. Donc, l'ingénierie chez Cardam, c'est une ingénierie TCE qui est là au service des deux métiers, on va dire, majeurs que sont l'architecture et l'aménagement d'intérieur. Donc, nous travaillons vraiment sur du collaboratif, en ayant en tête aussi bien des problématiques d'usage que des problématiques bâtimentaires. Et notre posture est de chercher à chaque fois avec le collectif autour du projet la juste réponse au vu de toutes les expertises qui sont aujourd'hui impactantes dans le projet immobilier. Et donc, comme nous sommes une ingénierie TCE, nous avons 4 piliers d'expertise. Donc, le génie climatique qui gère toutes les problématiques, en particulier
de la CVC. Donc, ça concerne souvent des problématiques de réorganisation intérieure des bâtiments. Nous avons des problèmes de sprinklage, des enfumages, fluides spéciaux, donc voilà, dans tous les sens fluides. Le génie électrique, qui pour le coup, lui, est plus touché par les nouvelles énergies, le photovoltaïque, et par des sujets de courant faible, VDI et puis de numérique. Le génie civil nous permet d'avoir un regard complet sur la structure, mais aussi les VRD, donc les sujets sujets d'eau, de perméabilité des sols, de structures mixtes, bois-béton. Et évidemment, toute l'équipe est très, comment dirais-je, portée par les questions énergétiques et de construction durable. C'est un peu notre moteur. Donc nous avons des personnes aptes à faire des certifications et puis aussi à faire tout ce qui nous concerne dans le décret tertiaire, des simulations thermiques dynamiques, regarder les impacts lumineux, les chantiers verts, tout ce qui est audit et énergie renouvelable. Voilà à peu près sur nos champs de compétences. Très bien, merci Sylvie. Du coup, je vais vous présenter pour ma part M Capital, qui est une société d'investissement et de services immobiliers d'ailleurs, qui utilise des capitaux mixtes, publics et privés pour investir à la fois dans des entreprises, et c'est notre métier originel, le private equity, mais également dans des biens immobiliers où nous accompagnons des porteurs de projets et on les aide à créer de nouvelles économies en croissance, qui sont à la fois résilientes et le plus inclusives possible. Donc, notre domaine d'activité se split en 4 plateformes où nous avons la partie dette privée, où là, nous utilisons plutôt des fonds publics et semi-publics qui sont dédiés à des projets touristiques. Le private equity et le venture qui sont nos métiers originels. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, toute la partie real estate, immobilière, où nous allons dupliquer plusieurs engagements. Le premier, c'est qu'on pense que non seulement aujourd'hui, en termes de finance, on a un pouvoir d'influence en finançant plus ou moins des projets vertueux, mais qu'il est important aujourd'hui de répondre à des défis sociaux et environnementaux. Donc, on souhaite s'engager dans cette voie environnementale avec la neutralité carbone visée au plus tard en 2040 et pour lequel nous pourrons être moteurs en tant que financiers. L'impact sociétal de nos actions. Et aujourd'hui, pour donner l'exemple, si je puis dire, on a décidé de devenir une entreprise à mission chez M Capital et avec une démarche RSE au cœur de nos différents métiers. On est donc des développeurs urbains. Historiquement, on gère et on conçoit et on gère des fonds value-add dédiés à l'immobilier de manière générale, avec une forte appétence pour l'immobilier résidentiel. On est en capacité de réaliser ou de co-réaliser des opérations immobilières, que ce soit des opérations marchandes ou de promotion. Et on a une cellule de commercialisation qui pilote et conseille le développement commercial des programmes immobiliers de nos clients en date. Et enfin, une plateforme qui organise des club deals dédiés pour le compte de banques et de gestionnaires de patrimoine, donc afin d'accompagner financièrement les projets que nous ciblons. Mieux vivre en ville, c'est une thématique qui nous est chère chez M Capital. Donc, on travaille sur 3 sujets, la réhabilitation immobilière, la transformation immobilière et bien évidemment la promotion immobilière. Avec une appétence particulière sur le financement de projets verts et vertueux, des financements qui peuvent être facilités en fonction du score ESG de ces projets, avec des conditions de financement optimisées, un accompagnement dédié, une accélération de la démarche environnementale de ces projets. On est en capacité d'accompagner tous les porteurs de projets vers des projets plus verts, plus vertueux. Et c'est ce que l'on va évoquer aujourd'hui, notamment sur les projets qui sont concernés par le décret tertiaire. Jamil, je crois que… Oui, c'est à moi. C'est à vous. Alors, comme on disait, donc c'est un Pour projet rentrer dans le vif du sujet. Exactement, c'est un projet nécessaire, ce décret tertiaire,
mais ambitieux. Donc, en gros, quel est l'objectif ou les enjeux du décret tertiaire? C'est vraiment d'intégrer une démarche environnementale au sein des projets immobiliers, mais aussi d'atteindre cet objectif de décarbonatation de l'ensemble des secteurs, voilà, avec l'objectif de réduire l'impact carbone de tous les secteurs, pardon. Allez. Alors, au niveau des objectifs, donc, l'objectif concret du décret tertiaire, c'est vraiment le contexte. Oui, Donc, remettons les choses dans leur contexte d'abord, Didier. exactement, c'est vrai, moi je partais déjà bien en tête. Donc, le décret tertiaire est issu de la loi Elan, qui est elle-même issue de toute une série de lois qui ont été votées. Donc, cette loi a été votée en octobre 2018, qui intégrait justement une volonté de réduction de la consommation énergétique du secteur tertiaire. Voilà. Initialement, on parlait beaucoup plus des bâtiments existants, mais il y a peu de temps, on a intégré l'intégralité des bâtiments tertiaires. Donc, avec justement le décret tertiaire qui est arrivé vraiment pour la mise en application en juillet 2019, voilà. Et actuellement, on est encore en attente de l'intégralité des arrêtés qui permettraient de cadrer un peu tout ce décret. Donc, une majorité des arrêtés sont parus, mais il reste encore quelques zones d'ombre qui restent à éclaircir. Qui seront clarifiées par la suite. Exactement. Donc, l'objectif même du décret tertiaire, c'est vraiment, si tu peux rappuyer une deuxième fois, voilà, c'est vraiment la volonté de tendre vers une sobriété énergétique des bâtiments tertiaires en France. Actuellement, pour être plus concret, on va plutôt cibler les bâtiments qui disposent d'un usage tertiaire dont la surface est supérieure à 1000 m². Voilà. Pour arriver justement à cette réduction, donc on ne va pas aller en un coup jusqu'à une réduction forte des consommations. Il est prévu 3 paliers. Donc, que je vais vous présenter. Donc, il y a quand même, donc ce qu'on entend le plus, c'est cette première méthode. Donc, il y a 2 façons de calculer. Il y a cette première façon qui est une réduction des consommations de 40, 50 et 60% pour les horizons 2030, 2040, 2050. Mais il y a une deuxième méthode qui est parue. Et cette méthode, elle est vraiment ciblée pour les bâtiments qui disposent déjà d'une très bonne efficacité énergétique. On va prendre l'exemple de bâtiments certifiés, je suppose qu'il y a quelques participants qui en disposent, de bâtiments certifiés BREEAM ou HQE qui ont une forte performance énergétique. Il sera quasiment impossible de tendre vers même ces 40% de réduction. Donc, pour ce faire, donc, il y a cette deuxième obligation qui est une obligation en valeur absolue. Donc, on va fixer un seuil de consommation qu'on ne devra pas dépasser. Voilà. Chaque seuil sera établi pour chaque décennie, en début de décennie. Donc, actuellement, on est en cours pour 2030, pour les objectifs 2030, en 2031 pour les objectifs 2040 et 2041 pour les objectifs 2050. OK. Donc, la première étape. La toute première étape. Donc, cette première étape, c'est vraiment la détermination de la consommation de référence. Alors, qu'est-ce que la consommation de référence? C'est correspond voilà, à 12 mois glissants, donc une année complète d'exploitation du bâtiment. Une donnée qui est entre 2010 et 2019. Voilà, on ne peut pas aller au-delà de 2010, pardon. Et surtout, cette consommation qui sera prise, donc concrètement, ça sera la consommation la plus défavorable, elle sera corrigée du climat et de l'intensité d'usage. C'est-à-dire qu'on va essayer de supprimer les hausses ou les réductions de consommation liées à une modification d'intensité d'usage ou aux contraintes climatiques plus ou moins importantes. Voilà. OK. Donc, la question importante, c'est savoir qui est concerné. Alors, au niveau des concernés, donc les concernés sont plutôt les propriétaires, mais aussi les occupants,
c'est-à-dire qu'on va prendre le bâtiment dans sa globalité. Donc, chaque occupant aura une obligation, puisqu'en fait, c'est eux qui payent en quelque sorte les factures et qui consomment de l'énergie, et le propriétaire qui, lui, est propriétaire du bâtiment. Donc, comme je le disais, c'est pour tout bâtiment tertiaire, privé ou public, donc que ce soit de l'hôtellerie, du bureau, mais aussi de l'enseignement, de l'administration, voilà, dont la surface tertiaire est supérieure à 1000 m². Exemple, un commerce de 300 m² et des bureaux en dessus de 700 m², on arrive à un global total de 1000 m². Donc, ce bâtiment sera soumis au décret tertiaire. Donc, il y a quand même quelques exclus. Donc, les permis à titre précaire, donc plutôt des permis de construire temporaires pour des bungalows de chantier, voilà. Les bâtiments de culte, mais aussi tout ce qui est bâtiments de défense et de sécurité civile. OK. Donc, si on revient au niveau des objectifs, comme on disait, il y a quand même une modulation des objectifs. Donc, si on peut repartir de ce que je vous disais juste avant, donc on a quand même cette variable de volume d'activité, mais aussi pour certains bâtiments, pour des bâtiments, pour tous, hein, des risques pathologiques liés à des travaux d'amélioration énergétique, mais aussi pour des bâtiments classés, l'impossibilité de réaliser des travaux, voilà, mais aussi des problèmes de droit à la propriété, des petites choses comme ça. Et très important, c'est-à-dire que l'État a quand même pris en compte le caractère économique, et en fait, on a quand même une possibilité de moduler l'objectif en prenant en compte le caractère disproportionné d'un temps de retour de travaux. Voilà. Mais cela doit être justifié, forcément. Exactement. Donc, toute modulation doit être justifiée en réalisant un dossier technique de modulation. On va voir au niveau du planning, il y a quand même des exigences, donc on ne peut pas le faire à la veille de déclarer quand même ses consommations, mais ça, je vous le montrerai juste après. Effectivement, ce sont les points complémentaires à traiter, ce sont les étapes et le calendrier. Tout à fait. Alors, au niveau de l'étape, donc on revient un petit peu en amont, donc avec l'entrée en vigueur du décret tertiaire. Donc, très important, c'est qu'on a la première échéance à l'horizon 2022, le 30 septembre 2022, où là, on aura besoin de réaliser la toute première déclaration. Donc, cette déclaration, on devra donc donner le périmètre assujetti au décret tertiaire, mais aussi la consommation de référence et d'autres informations qu'on développera juste après. Donc, comme je disais, pour réaliser le dossier technique de modulation que vous voyez juste après, on a quand même 5 ans après la première échéance. Voilà, on ne peut pas aller au-delà. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire, voilà, de faire des études énergétiques qui permettent de voir un petit peu plus loin et pouvoir caractériser les travaux possibles ou non en fonction des contraintes comme on les a vues juste avant. Au niveau des autres contraintes ou échéances, donc chaque année, on aura besoin, pour faire un suivi de la consommation, de réaliser une déclaration des consommations annuelles de l'année passée. C'est-à-dire qu'en 2021, on va établir l'échéance première, donc avec la déclaration de la consommation de référence. En 2023, on devra déclarer les consommations de l'année 2022. 2024, on déclarera 2023 et ainsi de suite, pour ainsi avoir un visuel sur l'atteinte des objectifs. Voilà, avec quelques voyants au niveau de la plateforme Opéra qui pourront vraiment apporter un œil sur tout ça. Voilà, et il y aura donc le premier contrôle à l'horizon 2030 de l'atteinte des objectifs de moins 40% des consommations, soit si on est en valeur relative, hein, comme on a vu juste avant, ou le fait de ne pas dépasser le seuil de consommation en valeur absolue. Suivant les deux méthodes de calcul, effectivement. Exactement.
À savoir qu'on choisira notre objectif en prenant en compte la moins contraignante. Voilà, on ne prend pas les deux, on n'en prend qu'une, mais vraiment la plus aisée. La plus favorable. On a une première question sur le chat, justement, sur la plateforme Opera. Oui. Et je pense qu'on va, du coup, répondre à la question avec cette diapositive. Tout à fait. Alors, au sein de la plateforme Opera, alors, alors pour l'instant, elle n'est pas vraiment complète encore. Il reste encore quelques modules à implémenter. Donc, il y a eu déjà un premier décalage, donc voilà, avec quelques retards. Donc, ce qui sera important de communiquer au niveau de cette plateforme, donc c'est le SIRET du bâtiment, les bâtiments aussi assujettis, transmettre un plan d'action, donc comment on envisage d'atteindre les objectifs, donc qu'ils soient 2030 ou aller jusqu'à 2050, hein, il n'y a pas d'impératif. Transmettre également toutes les consommations annuelles des bâtiments, donc comme je l'ai dit, au plus tard au 30 septembre de l'année N+1, mais aussi transmettre le fameux dossier technique de modulation s'il y en a besoin. À savoir que nous, on a quand même fait quelques études déjà, on a déjà commencé à travailler sur ce décret tertiaire, et ce que l'on a observé, c'est qu'il est quand même très difficile pour des bâtiments dans lesquels il y a déjà eu des travaux d'amélioration énergétique ou des travaux de rénovation uniquement, au niveau de la production énergétique, il est déjà très difficile d'atteindre les moins 60%, et même moins 50%. Très bien. Et donc, cette plateforme, elle est gérée par l'ADEME et elle n'est pas totalement en… C'est ça, tout à fait, oui. Elle est gérée par l'ADEME, mais par contre, l'implémentation des données, quand même, laissée soit à un maître d'ouvrage. Donc, c'est ça aussi qui sera très important à avoir, c'est que, voilà, oui, je vois la question, c'est ce dont j'allais parler. C'est-à-dire que ça sera plutôt un contrat à faire entre le preneur et le bailleur, à savoir qui sera en charge d'implémenter les données. Voilà, il n'y a pas de l'ADEME ne donne pas de méthode spécifique, ne cadre pas cette partie-là. C'est vraiment au cas par cas. Et après, voilà, c'est juste à renseigner bien comme il faut. Et voilà, je sais très bien que pour des bailleurs, il est très compliqué d'avoir des consommations énergétiques. Voilà, donc peut-être mieux mettre au niveau du bail vraiment cette partie communication des consommations ou compléter la plateforme Opera. Mais c'est vrai qu'en vue des premiers contrôles, même s'ils sont loin en date, il sera peut-être important de déterminer par l'intermédiaire du bail qui sera en charge de transmettre les données de consommation en particulier. Tout à fait. Et au niveau, oui, tout à fait. Au niveau aussi des objectifs, alors les objectifs de réduction de consommation se fait à l'échelle du site, enfin du bâtiment. C'est vraiment, voilà, donc on a besoin quand même de la complétude des consommations et des informations au niveau de l'intensité de fonctionnement des consommations, mais aussi, voilà, enfin, pour certains travaux, le bailleur devra sûrement une grande partie des travaux. On a une autre question, Jamil. Dans un même bâtiment, les objectifs de réduction sont-ils communs aux bailleurs et aux preneurs ou au niveau de chaque entité assujettie? Alors, si je comprends bien la question, c'est vraiment au niveau de tout l'ensemble du bâtiment. Donc, c'est vraiment le bailleur qui aura un objectif. Voilà. Et alors, s'il y a un preneur qui a un peu moins de réduction, mais un autre qui en a plus, voilà, c'est vraiment au niveau du site. Enfin, il faudra l'expliquer, c'est vraiment ça. Okay. C'est vrai qu'il sera vraiment important de cadrer ce point dans les baux, je pense, pour que des personnes ne se retrouvent pas un petit peu dépendantes d'autres entités. Donc, il y a une vraie vision globale et à voir comment, dans la pratique, on arrive à homogénéiser les efforts. Exactement.
C'est comme sur un même site, voilà, on n'est pas, on a, selon le système de chauffage, si on a un système centralisé, on a quand même des objectifs qui se retrouvent au niveau du site. C'est vraiment une entité en elle-même, plus qu'un bâtiment. Ou que, voilà. Ok, très bien. Du coup, Alors, quels sont les risques de comme dans toutes les sanction? règles, oui, il y a Tout des à risques et des fait, il y a des sanctions. règles et donc des On ne peut risques pas y et des échapper. sanctions. Donc, tout à fait. Alors, du coup, on a quand même, comme je vous l'ai dit, des objectifs d'implémentation de données au niveau de la plateforme Opera. Donc, si par mégarde, vous avez un oubli de communication au niveau de vos impératifs, il y a une mise en demeure qui est réalisée. À la suite de cette mise en demeure, vous avez 3 mois pour remettre en place les informations. Et ensuite, si vraiment on n'a pas d'informations, passé ces 3 mois, il y a une publication de mise en demeure de l'État. Voilà. D'accord. Alors, autre sanction possible, là, cette fois-ci, c'est plus au niveau des objectifs. Donc là, si on n'a pas l'atteinte des objectifs de réduction de consommation, donc on a l'impératif de fournir des actions correctives ou du moins un programme et un planning prévisionnel. Voilà. S'il n'est pas transmis, donc une seconde mise en demeure. Et ensuite, si toujours pas de plan d'action ou de visuel au niveau des objectifs, alors là, il y aura donc des sanctions. Donc, au niveau des sanctions, on a le name and shame, voilà, qui sera public et visible par tous, mais aussi une amende qui pourra s'élever à 1 500 € par personne physique et 7 500 € par personne morale. Voilà. Dans le cadre, là on va passer juste en dessous, où on aura transmis un programme correctif avec un bon planning prévisionnel. Dans le cas où ce planning prévisionnel et que ce programme de travaux n'est pas respecté, donc on aura exactement les mêmes sanctions possibles. D'accord. Voilà. Du coup, pour ne pas en arriver là, ce qui intéresse tout le monde, c'est le how, comme disent les Anglais, c'est le comment. Comment répondre à ce décret tertien? Ça, c'est la question importante et centrale. Oui, oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Donc, en fait, ce qu'on vient de voir ici, et merci Jamil pour ces précisions et ce rappel sur le décret, ce qu'il est important, en fait, c'est évidemment de commencer par un état des lieux. Donc, bien définir le périmètre des biens assujettis, bien connaître son patrimoine s'il est multisite, récupérer via les fournisseurs ou les factures en possession les différents historiques de consommation afin de déterminer l'année de référence qu'on ira implémenter sur Opera. Donc, il est important pour pouvoir faire cela, en fait, donc d'avoir une vision complète de son patrimoine, et c'est par là qu'il faut mettre en place, on va dire, cette recherche un petit peu sur les consommations existantes sur les années passées pour pouvoir avoir le point de départ de son patrimoine. Donc, collecte, comme on l'a vu, soit auprès des fournisseurs, soit auprès des locataires. Il est vrai que les sanctions qu'on a vues précédemment sont pour le propriétaire, mais le locataire, lui, sera forcément impacté par les charges, donc aura tout aussi intérêt d'œuvrer dans le bon sens de l'économie de consommation d'énergie. C'est juste. Donc, ensuite, il faut ce point de départ qui est l'année de référence. Il faut ensuite mettre en place une trajectoire, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc trouver des plans d'action grâce à des simulations thermiques dynamiques un peu techniques, mais de savoir qu'est-ce qu'on va choisir de faire, la temporalité de ces choix et éventuellement, comme on l'a vu, voir les modulations pour pouvoir parfois avoir des ambitions un peu plus réalistes par rapport au coût que cela générerait. Et on peut faire donc ainsi, suivant son patrimoine, soit une stratégie au bâtiment, soit une stratégie par groupe de bâtiments de même typologie
qui pourrait du coup, de manière plus rapide, permettre d'avoir une vision sur cette stratégie et trajectoire à mettre en place. Très bien. Et enfin, ensuite, évidemment, l'économie d'énergie, comme Jamil nous le précisait tout à l'heure, on est sur du long terme, donc c'est un engagement à long terme, une stratégie, et donc il faut pouvoir maintenir le cap malgré les aléas et donc s'adapter. Donc il y a un suivi de ces engagements qui doit se faire au fil de l'eau, évidemment suivant aussi d'autres impératifs propres à la foncière ou aux aléas qu'on peut avoir dans l'économie. Donc, il faut d'une part animer ce plan d'action et d'autre part s'assurer par son suivi qu'on est bien sur la bonne trajectoire et voilà, qu'on va atteindre notre objectif sans se réveiller la veille du jour J, mais voilà, d'être serein par rapport au fait que c'est une ambition qui est forte, comme cela a été rappelé précédemment. Et donc, il faut vraiment commencer dès aujourd'hui, même si ce timing semble long, mais l'ambition étant importante. Oui, Voilà. mieux vaut s'y prendre tôt. Voilà, et surtout dans l'accompagnement, animer l'action, parce qu'en effet, ce sont beaucoup pour le coup l'usage qui va pouvoir impacter aussi, une fois les travaux réalisés, ces économies, et donc vraiment investir les occupants sur ces sujets, leur faire prendre conscience des petits pas qui sont réalisés, des économies qui sont faites au quotidien, et rendre vraiment une dynamique sur cette consommation et que tout ce soit rendu un peu visible et animé pour que les utilisateurs puissent se rendre compte de l'impact qu'ils ont sur ces consommations. Donc, en effet, en synthèse, oui, c'est vrai que… En synthèse, ces points-là, donc c'est se préparer en collectant le plus en amont possible toutes ces données par idéalement des plateformes. Ensuite, créer un plan d'action, avoir une stratégie cohérente et ambitieuse, et puis la suivre dans le temps sur ces différentes décennies pour s'assurer de la bonne atteinte de l'objectif mis en place. C'est clair. Donc, on peut parler d'un accompagnement spécifique de la part du groupe Cardam en la matière. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on avait vu précédemment, en fait, le fait d'avoir cette vision 360 au sein de l'entreprise nous permet vraiment de pouvoir accompagner les foncières ou les propriétaires sur ces sujets d'économie d'énergie. Parce qu'en effet, si on prend la slide suivante, le décret tertiaire, en fait, c'est le point de départ sur le point de référence des consommations pour pouvoir les optimiser. Mais on sait qu'il y a aussi l'impact carbone. Et en fait, il est important également d'avoir un suivi de l'analyse de cycle de vie des matériaux qui vont être mis en place suivant les solutions préconisées. Donc, on regarde l'énergie, mais aussi le carbone. Et il y a également aujourd'hui, avec les nouveaux modes de travail hybrides, on se rend compte que l'occupation des bureaux change. Et donc, il faut aussi regarder les taux d'occupation, l'optimisation optimum, comment sont gérés les usages des bâtiments. Donc, voilà, c'est aussi cet aspect-là qui doit être pris en compte. Et également le fait de s'intégrer dans un écosystème local pour aller favoriser le réemploi, des boucles de gestion de l'eau ou de la chaleur au-delà du bâtiment, les circuits courts aussi bien pour l'approvisionnement des matières que pour voilà, les entreprises consultées. Donc, c'est vrai que chez nous, on essaye, même si on ne parle là que de décret tertiaire, d'avoir quand même, en tout cas pour la partie mise en place de trajectoire, avoir une vision globale pour obtenir un plan d'action équilibré et qui ne soit pas des œillères sur l'énergie et qu'on oublierait un petit peu les autres. Et en effet, notre idée pour nous, parce que également nous sommes très, on va dire, sensibles au développement durable et à la RSE de manière générale. Donc, c'est pour des bénéfices multiples. Donc, si on prend la slide suivante, en fait, voilà, l'idée, c'est d'avoir un impact énergétique par la réduction des consommations, mais aussi réduire
l'empreinte carbone avec cette réflexion sur la matière. C'est quelque chose qu'on abordera peut-être dans notre prochain webinaire, puisque c'est un des piliers de la RE 2020. Mais aussi ne pas oublier le côté social pour l'amélioration de la qualité de vie au travail, puisqu'on va bonifier les conditions de vie intérieures par les travaux réalisés, mais aussi l'usage des différents espaces. Et bien évidemment, pour les foncières, c'est de pouvoir avoir une revalorisation immobilière de leur site, l'assurance que ce bâtiment va devenir pérenne et éventuellement même se bonifier. Et puis aussi, dans ce choix de différents axes de réflexion, c'est d'intégrer cette gestion du patrimoine immobilier dans la stratégie RSE avec les critères ESG pour qu'on ait un investissement social responsable et avoir ce reporting extra-financier qui est demandé aujourd'hui dans les critères d'environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Oui, vous avez entièrement raison, Sylvie. Ce sont des critères ESG sur lesquels les financiers que nous sommes sont très sensibles et les investisseurs avec lesquels nous travaillons sont également très sensibles. Donc, les bénéfices, ils peuvent être clairement financiers également lorsqu'on en est accompagné à des conditions préférentielles pour ces raisons-là. Super. Ben, écoutez, merci beaucoup, Jamil. Merci, Sylvie. On va laisser quelques secondes à nos invités pour poser d'éventuelles questions. Il y en a une première, tiens. Qu'est-ce que la consommation d'énergie finale? Qu'est-ce que cela comprend comme typologie d'énergie? Peut-être une question pour Jamil? Oui, tout à fait. Alors, la consommation en énergie finale, c'est la consommation qu'on va consommer. C'est celle qu'on paye. Voilà, à différencier avec la consommation d'énergie primaire qu'on peut avoir sur le DPE, par exemple, sur l'étiquette énergétique. Mais voilà, la consommation d'énergie finale, c'est vraiment celle qui est payée en kilowattheure. Il n'y a aucune conversion à faire. Voilà. Qu'est-ce que cela comprend comme énergie? Elle comprend toutes les énergies. Voilà. Le décret tertiaire, vraiment, il prend en compte l'intégralité des consommations énergétiques. Donc, pas fluide, pas eau, pardon, mais bois, gaz, électricité, mais vraiment tout ce qui entre en compte. Alors, ce dont je n'ai pas parlé et que je peux préciser ici, c'est qu'il y a quand même, au niveau du décret tertiaire, la possibilité de déduire toute consommation liée à la recharge de véhicules électriques. Voilà. Sous réserve d'avoir justement un compteur dédié, par contre. Très bien. Merci beaucoup, Jamil. Peut-être que l'on peut laisser quelques secondes s'il y a d'autres questions à venir. Dans tous les cas, on sera à votre disposition, Jamil, Sylvie et moi-même, puisque vous allez pouvoir récupérer nos coordonnées pour ceux qui ne les ont pas encore. Ah, on a une autre question. Je l'ai, je la vois. Donc, au niveau d'un village de vacances, alors, dont la consommation énergétique est collective, donc globale. Au niveau de ce site, donc là, on sera sur une unité foncière, donc on sera sur l'intégralité du site. Et en fait, là, l'information sera vraiment au niveau vraiment du site du village de vacances et pas au bâtiment. Parce qu'il y a bien évidemment impossibilité de détailler si on n'a pas mis en place de sous-comptage. Donc, quelle que soit la typologie d'activité, c'est-à-dire que quand il y a à la fois de l'hébergement et du tertiaire, c'est le bâtiment dans sa globalité qui sera pris en compte. Oui, tout à fait. Alors, les Bellambra, c'est plutôt lié à de l'hôtellerie, donc du tertiaire. Donc, considéré effectivement tertiaire. Voilà. L'hôtellerie fait partie du tertiaire. Voilà, le logement, c'est vraiment le logement collectif ou le logement personnel. Oui, ça fait partie des assujettis, effectivement. Les hôtels considérés comme tels sont assujettis. OK. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a respecté notre engagement de faire cette intervention en moins d'une heure. Merci à tout le monde d'être resté connecté. Nous sommes donc
disponible si vous avez des questions. Vous aurez la possibilité de revoir cette présentation dans le mail que l'on vous enverra. Une dernière question peut-être, oui. Quid en cas de copropriété? Un bâtiment tertiaire en copropriété. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser votre question? Oui. Concernant la copropriété. Au niveau de l'EHPAD, donc on est sur de l'hospitalier, quasiment. Et on sera… alors, c'est vraiment… Il faut un peu détailler… Vraiment, EHPAD, pour moi, ils sont pris en compte, enfin, ils sont des tertiaires. Voilà, enfin, les ateliers également. Voilà, le tertiaire, c'est vraiment tout ce qui n'est pas primaire, donc extraction, voilà, extraction des ressources. Secondaire, donc transformation des ressources, donc tout ce qui n'est pas de cette famille-là, et logement, entre dans le tertiaire. Yes. Donc, la question concernant la copropriété, Jamil, c'est comment considère-t-on un bâtiment? Est-ce qu'on le considère par copropriétaire ou dans son entité globale? Alors, très compliqué comme question. C'est vrai qu'on a beaucoup de questions comme ça auxquelles on n'a pas de réponse claire au niveau, justement, ça reste encore les quelques zones d'ombre du décret tertiaire. Alors, pour moi, il s'agit vraiment de contraintes aux propriétaires. Voilà, on va dissocier par entité. Par entité avec un objectif commun pour le bâtiment. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, je vous invite, si vous avez des questions que vous n'avez pas posées, il y a quand même une FAQ qui est disponible sur le site de Opéra. Voilà, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, hein, mais si vous en avez que vous n'avez pas posé ou auquel je n'ai pas pu vraiment répondre clairement, n'hésitez pas à y aller. Très bien. Les ateliers sont aussi des espaces tertiaires. Voilà. C'est vraiment de l'industrie qui sera en secondaire. Et voilà. OK. Bien. Écoutez, merci à tous nos invités. Merci Sylvie, merci Jamil, c'était très clair. Merci. Et donc, je donne rendez-vous du coup à tout le monde le 15 juin pour le prochain webinaire sur la RE 2020 et un état des lieux après ce démarrage de la RE 2020. Oui, tout à fait, Régis. Et puis, on pourra peut-être approfondir en effet la question de la copropriété et apporter la réponse lors du prochain webinaire. Avec plaisir. Oui. Bon. Je vous souhaite excellente journée. Toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.